Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aujourd'hui avec Safia Ayad pour parler d'équilibre. Safia, elle est à la fois créatrice de contenu, coach bien-être et professeure de yoga. Et si j'ai voulu parler d'équilibre avec Safia, c'est parce que je trouve que c'est un mot qui, de là où je suis moi aujourd'hui, de ma vision, de ce qu'elle peut montrer sur les réseaux sociaux, je trouve que l'équilibre, c'est un mot qui lui va parfaitement bien. Alors ensemble, on a parlé de l'équilibre sous toutes ses formes, sous toutes ses définitions. De l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, de l'équilibre aussi entre temps pour soi et temps pour les autres, mais aussi de l'équilibre entre la lumière des réseaux sociaux et de la création de contenu, et plutôt, on va dire, l'ombre ou le côté plus doux, plus calme de l'introspection, de la méditation et du yoga qu'elle pratique au quotidien. Et elle va d'ailleurs nous en parler énormément dans le podcast. Avec Safia, on a aussi parlé de sa double casquette, de comment elle gère à la fois d'être coach bien-être et créatrice de contenu, de comment elle arrive aussi à travailler entre 4 et 5 heures par jour, notamment depuis l'arrivée de son fils. Elle va aussi nous expliquer comment elle a réussi à trouver l'équilibre entre toutes ses vies, sa vie de femme, sa vie de coach, sa vie d'entrepreneur, sa vie de maman, sa vie de Safia en elle-même. Et tout ça, ça a été extrêmement enrichissant. On a parlé aussi de faire les choses à sa manière, de trouver sa propre façon de faire, mais aussi et surtout sa propre façon d'être. Dans cet épisode, Safia nous prouve qu'on n'est pas obligé de courir après le temps, l'argent ou les clients pour réussir. Que tout ce qui compte, c'est de se connaître, de se respecter, de créer ses propres règles et d'en même temps travailler beaucoup, travailler dur. Mais ça, c'est encore une fois un vrai équilibre à trouver. J'espère vraiment que cet échange avec Safia va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant avec Safia. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Il suffit pour ça que tu fasses une petite capture d'écran, que tu la partages en story en nous mentionnant. Sur ce, c'est parti pour notre bel échange. Bonjour Safia, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci à toi en fait, merci de m'avoir invitée. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans. D'un point de vue social, je suis professeure de yoga, coach de santé et aussi créatrice de contenu. C'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, je me suis fait découvrir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux il y a 8 ans, en travaillant sur YouTube, en faisant des vidéos sur YouTube. Donc, c'était très lifestyle, beauté, tout ça. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai grandi, j'ai évolué et mon chemin m'a mené jusque-là à devenir aujourd'hui coach et prof de yoga, tout en conservant cette présence sur les réseaux parce que j'aime bien. Je vis en Espagne, je vis à Barcelone depuis 5 ans. Et souvent, je dis si j'étais une ville, je serais Barcelone parce que, alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas et c'est fort probable, mais Barcelone, c'est une ville qui est à la fois un peu chaotique mais organisée. Donc c'est un truc qui me ressemble beaucoup, c'est-à-dire que c'est le bordel dans l'organisation et j'aime bien moi cette liberté. C'est un truc qui est très vrai, très authentique et voilà, moi je m'y sens bien ici, j'ai l'impression de pouvoir être qui je suis, ça me plaît beaucoup. Ouais. Moi, avec toi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la notion d'équilibre sous toutes ses formes, sous toutes ses définitions, si on peut dire ça comme ça. Et il y a une chose dont tu viens de parler justement, c'est l'équilibre entre la création de contenu et qui tu es et tes autres métiers, toutes ces activités que tu as aujourd'hui, que la femme que tu es porte. Comment est-ce que tu trouves un équilibre entre la lumière des réseaux sociaux, tu vois, le fait d'être sous le feu des projecteurs et tu as quand même une belle communauté qui te suit, qui te soutient, j'ai l'impression, qui est là pour toi aussi et pour qui tu es là aussi énormément. Donc, cette part de lumière et cette part de petit cocon où toi, Safia, professeure de yoga à Barcelone.
ça a été dur de trouver l'équilibre parce que pendant plusieurs mois, j'ai eu la sensation que c'était ambivalent, que c'était à l'opposé que d'être sur les réseaux sociaux, d'être ancienne influenceuse et maintenant c'est plus le terme de créatrice de contenu, même si influenceur c'est très bien aussi. Et aussi d'être coach et professeur de yoga, de pratiquer la méditation, d'enseigner ça, tout ça. Je trouvais que c'était deux énergies très opposées, mais en même temps, j'ai beaucoup médité là-dessus et le confinement m'a beaucoup aidé aussi à faire la paix avec cette sensation de déséquilibre. Justement, je me suis dit, mais dans toute chose, il y a du yin et il y a du yang. Tu vois. Cette dualité, cette pseudo-opposition, elle est complémentaire et elle est nécessaire. Et c'est pas parce que je fais un métier de coach que je peux pas le lendemain créer une vidéo ou travailler pour une campagne avec une marque qui me plaît, etc. Simplement parce que nos vies, qu'on soit homme, qu'on soit femme, peu importe, elles sont à ce point-là riches. On a des centres d'intérêt qui sont très variés, on a des envies qui sont diverses. Et en fait, j'ai cette chance de pouvoir, dans mon métier, faire plein de choses différentes. Et moi qui suis très vata, en Ayurveda, je suis vata, c'est l'air, tu vois, c'est vraiment, j'ai besoin que ça bouge, que ça soit varié. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs casquettes comme ça me nourrit et ça me permet de jamais m'ennuyer. Mais c'est vrai que ça a été dur de faire la paix parce que j'avais la sensation de devoir rentrer dans une case et de devoir choisir, est-ce que t'es coach et prof de yoga parce que ça fit à peu près, ou est-ce que tu continues à être sur les réseaux sociaux, à travailler avec des marques, à raconter ta vie, à faire des vlogs, etc. Sauf que c'était impossible pour moi de choisir parce que j'aime autant l'un que l'autre, que l'un ne se suffit pas à lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu besoin finalement de devenir coach et prof de yoga parce qu'il est arrivé un moment où j'avais la sensation que mon activité sur les réseaux sociaux, elle était plus équilibrée parce que je sentais pas réellement l'utilité et je savais plus très bien à quoi je servais pour le grand tout, tu vois, pour les gens. Et je me suis dit, si je veux être utile, si je veux retrouver cet équilibre, j'ai besoin d'être utile. Et pour être utile, c'est d'être proche des gens et de les servir. Donc finalement, j'ai beaucoup cogité et j'ai beaucoup médité dessus, sans en parler trop autour de moi, parce qu'il y a cette notion de vraiment aller chercher à l'intérieur. Et j'ai fait la paix avec ça, mais c'était dur parce que si justement j'étais allée chercher à l'extérieur, on m'aurait dit non mais faut que tu sois claire, faut que ta démarche elle soit claire, marketingment parlant ça marche pas d'être sur tous ces tableaux, sauf que je vois la vie sous un autre angle moi. Je crois on peut avoir plusieurs vies en une vie, sans trop s'éparpiller non plus, que ce soit cohérent et juste, mais ça a été un travail de beaucoup d'introspection et de méditation, c'est clair. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai été dans le même dilemme, c'est que à la fois on a envie d'être proche des gens, d'être utile, de pas faire des choses trop superficielles ou ce qu'on pourrait penser par étant superficiel, alors que je suis certaine qu'à travers tes contenus, tu apportes aussi beaucoup de douceur, de bienveillance. Donc même un vlog, ça peut être utile entre guillemets, oui. Et peut-être aussi arrêter de chercher cette notion d'utilité. Et là, je suis tout pareil que toi, hein. C'est pourquoi on a toujours cette recherche de je veux être utile, mais c'est quoi et comment et puis ouais, on n'a pas besoin d'entrer dans les cases et je pense qu'on est tous des êtres humains pluriels. Il faut qu'on l'accepte. Et il y a des personnes à qui ça convient très bien d'être uniquement professeur de yoga ou uniquement influenceuse ou créatrice de contenu. Et puis il y a nous qui voulons faire un peu tout parce que c'est ça qui nous nourrit. Et c'est parce qu'on est nourri de l'intérieur qu'on arrive aussi à apporter autant de choses aux personnes qui nous suivent et à qui on tend la main et qui la saisissent. Donc je pense que ça aussi c'est important qu'on le comprenne déjà nous et qu'on le partage encore et encore parce que je pense que ça manque aussi à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes s'obligent à rentrer dans des cases, à avoir qu'une seule casquette alors qu'elles rêvent de n'en avoir d'en avoir plusieurs et ça les rend malheureuses. Ouais, et là, on parle beaucoup de notre activité pro, mais ça marche aussi dans le perso, tu vois. Et ça, je m'en rends de plus en plus, je m'en suis vraiment rendu compte en devenant maman. Bah,
je suis maman, j'ai la casquette de la maman, j'ai la casquette de la femme en tant que dans le couple, et j'ai la casquette de la femme en tant qu'individu unique, tu vois. Et déjà là, on a déjà plusieurs casquettes, mais sans parler forcément du boulot, et c'est très bien, et c'est juste, et il y a des moments où on va être en mode maman, et donc peut-être qu'on va vouloir se mettre en basket avec un legging et on va vouloir être à l'aise pour aller courir au parc avec notre enfant. Et puis le soir, on va vouloir être en mode femme dans le couple et on va se mettre une belle robe et on va se maquiller et on va se faire belle pour notre conjoint. Et c'est OK et c'est juste et c'est comme ça. En fait, l'équilibre, il est dans cette diversité aussi. Et justement pas, je crois, dans quelque chose de, et je crois pas que ça existe d'ailleurs, de quelque chose de complètement monotone où on est toujours pareil. Je crois qu'on a tous, hommes et femmes, besoin de cette variété pour soutenir l'équilibre qui est déjà dans toute chose avec le yin et le yang. En fait, c'est juste ça. Ouais, je suis bien d'accord. Et là, tu parlais du coup de ta vie personnelle. Est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre aussi? Parce que tout à l'heure, on parlait, comme tu l'as dit, beaucoup de notre vie pro. La vie perso, pro, comment tu la gères? Enfin, sans entrer dans la vie privée, bien sûr. Mais est-ce que tu aurais des petits conseils? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans aussi ou de futures mamans qui nous écoutent. Ouais. C'est beaucoup plus simple maintenant que je suis maman qu'avant. Ok. Simplement parce que ce qui compte le plus au monde, c'est mon fils. Et donc je sais... Enfin... ça s'est un peu imposé à moi de manière, mais c'est très positif, c'était très naturel de se dire, ok, mon fils est là, donc je peux plus travailler de 8h à 22h. Non, ça n'existera plus ces journées de folie où on a tellement de choses, on a envie de faire tellement de choses qu'on s'arrête plus. Je vais devoir vraiment être plus cohérente sur mes horaires de travail pour vraiment équilibrer le boulot et la vie perso, parce que j'ai envie de passer un temps de qualité avec mon enfant. Mais c'est vrai que les premiers mois, je me rappelle vivre une certaine frustration parce que j'étais habituée à travailler, enfin à vivre que pour moi entre guillemets avec mon chéri, mais c'est vrai qu'en plus on travaillait ensemble, donc on avait ce truc de on peut tout faire quand on veut. Si j'avais envie de me réveiller à 2h du matin pour faire un truc, je le faisais et c'était pas un problème. Aujourd'hui, après, c'était plus du tout comme ça une fois que je suis devenue maman. Et donc, j'ai vécu cette frustration de je peux plus faire autant, je peux plus travailler autant, je peux plus non plus construire mes semaines comme je le veux parce qu'il y a toujours des imprévus avec les enfants. Et j'ai appris au fur et à mesure à faire la paix avec ça, mais ça a pris du temps aussi. C'était de me rassurer moi-même, de rassurer mon propre enfant intérieur, de te dire, OK, t'as plus la disponibilité que tu avais avant pour toi-même. Mais c'est OK en fait. Tu peux faire moins, mais faire mieux. Et après est arrivé le confinement et là, ça a remis une couche de tu peux faire moins, mais faire mieux et faire plus lentement aussi. Ce qui compte, c'est que ce que tu fasses, ça soit très bien fait. Et peu importe que sur ta to-do, il y ait 10 trucs et que tu n'en aies fait que 2. Déjà, tu en as fait 2, c'est bien. Et donc, ça a été un vrai travail de réconfort de mon enfant intérieur qui avait voilà, cette crise de super... de super pouvoir, de je veux tout faire, s'il te plaît, on avance, on fonce. Maintenant, en fait, tu peux pas tout faire et c'est pas grave, c'est OK de pas faire tout ce que tu souhaites faire maintenant tout de suite. Il y a le temps, en fait. On a le temps de tout faire. Et après, arrivé le confinement, et ça a été un gros switch aussi parce que j'avais tout le temps du monde alors que j'avais mon fils à la maison. Mais on avait beaucoup plus de temps parce qu'on avait moins de distractions. Et donc là, j'ai appris à slow down, vraiment à faire les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Et du coup, à vivre mes moments de travail avec beaucoup d'intensité et mes moments perso avec autant d'intensité, mais en compartimentant relativement bien les deux. D'autant que j'ai pas du tout envie que mon fils soit immiscé dans mon travail, donc vraiment, c'est très rare qu'il me voie sur l'ordinateur, par exemple. J'aime pas ça. Je veux que mon fils, il me voit vivre et pas tapoter sur un clavier. Donc ça a été ça. Et puis j'ai aussi appris à me comprendre et à faire la paix avec le fait que c'était OK de pas travailler 10 heures par jour ou 8 heures par jour parce que en faisant le métier que je fais, je peux pas en fait. Je peux pas être disponible pour les gens si je suis
10 heures par jour sur mon écran ou à donner des coachings 10 heures par jour. C'est pas possible. Parce que je pourrais pas avoir l'énergie nécessaire pour les prochaines personnes et donc être à la hauteur de ce qu'ils attendent. Donc, c'est OK de travailler que 4 ou 5 heures par jour et de passer le reste de mon temps disponible à lire, à écrire, à méditer, à faire du yoga, à sortir, à voir mes copines, à trouver un truc, faire d'autres activités qui réellement me nourrissent et me permettent de garder cet équilibre encore une fois. Et puis, ce qui m'a le plus rassurée, c'est de voir que ça marche. Ouais. En fait, c'est de voir que en allant plus doucement, en travaillant moins d'heures, ça marche mieux. Ouais, je pense que tu vois, en fait, j'étais tombée dans une espèce de spirale où je faisais beaucoup, surtout jusqu'à l'arrivée de mon fils. Je travaillais énormément, je voulais faire plein de trucs. J'ai créé une marque tout en faisant des milliers de vidéos, tout en faisant des podcasts, tout en faisant des contenus sur Instagram, etc. Enfin bref, la folie des réseaux sociaux, quoi. Et pour autant, j'étais épuisée, donc j'avais pas la sensation que ça avançait dans le bon sens. Et maintenant que je vais beaucoup plus doucement, que je fais moins de choses, mais avec plus d'impact de ma part, enfin je mets presque plus de cœur, je dirais. Je sens que ça répond mieux et que c'est plus juste. Parce que je suis plus dans l'instant. Ouais. C'est hyper inspirant parce que je dois ressembler peut-être à la Safia d'avant, à vouloir faire plein de choses, avoir plein de projets, être tout le temps dans l'action, dans le faire et oublier parfois un peu d'être. Est-ce que du coup, tu regrettes d'avoir été comme ça? Est-ce que tu ferais des choses autrement? Est-ce que tu ferais tout pareil? Est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils pour les personnes comme l'ancienne toi, comme moi aujourd'hui, qui sont tout le temps dans ce il faut plus, il faut encore. Non, je regrette pas et je crois que c'est bien de passer par là. Je crois que c'est bien. Je pense que j'en serais pas là professionnellement si je m'étais pas mis des gros coups de pied aux fesses les 5 premières années de ma carrière professionnelle, 6 premières années, tu vois. Parce que c'est là où tout commence, c'est là où tout se lance. Donc, tu es obligé d'être dans cette énergie yang pour en revenir aux énergies. Et aujourd'hui, je suis plus dans quelque chose de yin parce que c'est instauré et je veux l'entretenir. C'est juste que si on reste tout le temps dans cette énergie du faire et de réaliser et d'aller et de pushy, il y a un moment où breakdown et tu n'y arrives plus et tu fais et au niveau de ton anxiété, de ton stress, ça atteint des niveaux qui sont tels que tu ne peux plus avancer. Et c'est ce qui m'est arrivé finalement. Je suis aussi tombée dans des périodes comment dire, d'espèce de burn-out où tu peux plus et où tout te dégoûte, où t'as plus envie de rien faire ni dans ton travail ni dans ta vie perso. Il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était de faire du yoga, donc j'y allais tous les jours au studio, pam. Il y avait que ça qui me nourrissait et de bien manger aussi. Il y avait que ça et tout le reste, j'avais plus goût à rien et j'avais plus envie de faire mon métier, j'étais de mauvaise humeur, enfin vraiment, c'était dur parce que je m'étais pas écoutée et j'avais pas senti que là, ok, là maintenant il est temps de... C'est un peu comme une voiture, tu vois, au début tu appuies vachement fort sur l'accélérateur et puis au bout d'un moment, tu trouves ton rythme de croisière et hop, c'est bon, on se relâche un peu, tu vois. Là c'est pareil, si tu appuies trop sur l'accélérateur longtemps, je veux dire, à un moment le moteur il va claquer. Et du coup, tu te sens plus en équilibre aujourd'hui ou est-ce que ce sont deux équilibres différents? Est-ce que tu avais quand même un équilibre quand tu n'avais pas encore ton fils ou juste Guillaume et que c'était la Safia d'il y a quelques années, plus sur YouTube aussi peut-être, plus dans d'autres énergies, parce que le yoga et la méditation c'est quand même, ça fait pleinement partie de ta vie aujourd'hui, mais ça l'a pas toujours, enfin j'ai l'impression que ça l'a pas toujours été. Je me sentais pas en équilibre, pas du tout. Ouais. Parce qu'il y avait pas les 5 premières années de ma carrière pro ou 6. Ouais, les 6. Jusqu'à ce que mon fils arrive, ça a été un gros chamboulement dans ma vie. Mais disons que les 6 premières années de ma carrière professionnelle, il n'y avait pas une année où je faisais pas où j'avais pas un ou deux moments de down très très fort. Pour X ou Y raison. Ouais. Et donc c'est bien que aujourd'hui, j'ai encore des moments de doute. Ça y est, c'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment les downs, c'est des périodes où tu veux tout arrêter et tu es convaincu que tu vas tout arrêter et qu'il y a que ça qui peut te sauver. Et où je disais à Guillaume,
non mais là je vais arrêter et puis je vais reprendre un travail normal. Je vais aller toquer à la porte des magasins de fringues et je vais retourner vendre des fringues comme je faisais quand j'étais étudiante, tu vois. J'en étais convaincue que c'était ça que je voulais. Je voulais mon petit CDI avec mes vacances, mes congés payés, mon salaire fixe, quitte à ce qu'il soit beaucoup moindre que ce que je gagnais aujourd'hui. Enfin, à l'époque, je m'en fichais parce que je voulais plus faire ce que je voulais, ce que je faisais. Donc, je me sentais pas en équilibre et j'ai pas la sensation, même avec le recul, que ce fut qu'il y ait eu un équilibre à un moment ou à un autre. D'accord. Et comment tu faisais dans ces périodes de down? Parce que je pense que n'importe quelle personne, être humain, en a encore plus quand on est entrepreneur, parce que au-delà des doutes du quotidien, parce que tout est sur nos épaules et que le salaire, on ne sait pas combien on aura à la fin du mois, donc c'est toujours très très délicat. Mais il y a effectivement, je pense qu'on connaît tous ces périodes, où tout s'écrase et tu as envie de juste tout abandonner, parce que mine de rien, c'est plus simple parfois d'abandonner que de s'accrocher. Ah oui. Et comment tu faisais dans ces moments-là? À l'époque, je gérais pas très bien. Je gérais pas très bien. J'étais plutôt du genre à me morfondre, à pleurer. J'en parlais énormément à Guillaume et j'en parlais tellement que avec le recul, je me suis rendu compte que j'en parlais trop. Ou en fait, j'allais juste chercher la solution à l'extérieur. Et l'extérieur, c'était Guillaume parce que c'est mon chéri Guillaume, hein, pour ceux qui, je vais peut-être pas préciser. Et lui, il est tellement à l'écoute et tellement bienveillant et tellement de bons conseils, mais en même temps, c'est ses conseils qui viennent, enfin, c'est ses conseils à lui. C'est-à-dire que c'est ce qu'il pense lui, c'est son énergie à lui. Et donc, même si c'était avec tout l'amour qu'il me porte et toute la bienveillance et toute l'envie aussi, parce qu'on travaille ensemble, donc il y avait aussi cette envie que les choses avancent bien, bah, ça venait de lui. Donc, c'était pas ce qui était juste pour moi, forcément. Et donc, avec le recul, je me suis rendu compte qu'à force d'aller me plaindre et chouiner auprès de Guillaume et de dire, bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'arrête pas? Comment dans quelle direction je vais? Et que lui, il essaye de me trouver des pistes. Ben, je me suis égarée parce que j'ai pas cherché à comprendre ce que je voulais moi. Et donc aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'elle est là la réponse. C'est quand on est dans des moments de down et si ça doit m'arriver à nouveau, je crois que la première chose que je ferais, ça serait de m'isoler en fait et d'aller me reconnecter à moi-même. Ça serait d'entretenir cette solitude dont on a tous besoin, même les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas la solitude ont besoin de solitude. C'est un truc, on est des animaux un peu sauvages quand même, hein, donc on a besoin de cette solitude à un moment ou à un autre. Et si ça devait m'arriver à nouveau, du coup, j'irais prendre 2-3 jours toute seule. Je me louerais un petit truc dans la campagne, au calme. Je laisserais notre fils avec Guillaume sans problème. Ils seraient très contents tous les deux ensemble. Et juste, j'irais me reconnecter à moi, me couper des réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi. C'est que pendant ces périodes de down, tu scrolles. Et en fait, tu regardes ce que font les autres et tu crois que leur vie est parfaite. Et tu dis, ah tiens, elle a fait ça, je vais essayer de m'inspirer et puis mélanger avec ce que celle-là aussi a fait. Ça a l'air trop bien. Je vais faire un espèce de mix de une telle et une telle. Sauf que tu n'es pas un mix de une telle et une telle. Tu es juste toi. Donc, si à aucun moment tu viens te poser la question de, OK, mais qui je suis? Et que juste tu te dis je suis un mix de ces deux-là, bah non en fait ça mène à rien et tu vas à nouveau retomber. Donc je ferais ça, j'irais m'isoler, couper des réseaux sociaux, j'écrirais, je méditerais, je mangerais bien ou pas d'ailleurs, on a le droit de manger de la merde si on a envie de manger de la merde mais juste répondre à mes besoins quoi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, que tes besoins, ce serait quoi? Comment tu gères par exemple une journée ou une semaine de Safia Ayad? C'est quoi l'équilibre que tu as trouvé? Parce que tu disais tout à l'heure que tu travaillais parfois ou peut-être souvent, même tous les jours, 3, 4, 5 heures par jour et après, tu prends du temps pour toi. Donc, comment tu arrives à faire ça? Parce que je pense que, mine de rien, ça donne envie à beaucoup de personnes. Et je pense qu'on en aurait tous le droit et besoin de développer ça. Donc, comment tu as créé cet équilibre-là? J'ai du mal à me mettre à la place des autres parce que j'ai un modèle économique qui est quand même assez particulier parce que je crée des choses par moi-même qui sont gratuites, donc là, qui ne me rapportent rien. Je pense que la question principale, c'est comment tu fais pour gagner ta vie en travaillant moins qu'un 35 heures. En gros, c'est aussi ça.
j'ai ça, j'ai les programmes et les cours que je donne et les coachings aussi que je donne qui sont rémunérateurs. Et j'ai une petite, c'est pas souvent, mais finalement, en volume, c'est ce qui rapporte le plus, c'est les collaborations avec les marques. Donc, c'est vraiment un modèle économique qui est particulier et qui, d'un côté, me permet, mais me demande aussi beaucoup de disponibilité mentale. Ça me permet de ne pas travailler 8 heures par jour parce que je suis pas rémunérée à l'heure. Et ça me demande de ne pas travailler 8 heures par jour parce que j'ai besoin de disponibilité mentale. J'ai besoin de calmer mon agitation et je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que si je suis trop la tête dans le guidon, bah, je deviens un peu folle, quoi, c'est normal. Donc aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup le matin. Donc en général, je me lève avant tout le monde. Je me lève vers 6 heures, histoire d'avoir au moins 1 heure, 1 heure et demie tranquille, ou à travailler ou à faire des trucs pour moi, mais j'aime bien en général travailler à cette heure-là. Puis je reprends vers 9 heures, quand mon fils est à la crèche, et j'arrête en général vers 14 heures. Donc ça me fait 5-6 heures de travail par jour, ce qui est pas peu en soi, mais c'est bien parce que dans ces 5-6 heures, je varie beaucoup. Et à partir de 14 heures, je sais que j'ai 2 heures et demie avant d'aller chercher mon fils pour faire d'autres choses, plus créatives, plus posées, ou si j'ai envie d'aller voir des copines, ou si j'ai envie d'aller me promener, et en fait, ça me permet aussi de faire la rupture entre ma vie d'entrepreneur et ma vie de maman. Bon, même si j'ai qu'une demi-heure, c'est déjà très juste. Parce que sinon, j'arrive avec toutes mes idées de boulot à la crèche pour aller chercher mon fils et là, je suis pas connectée à lui et ça marche pas. Mais c'est vraiment ça. J'ai compris que je fonctionnais beaucoup mieux le matin. Il y a des gens qui fonctionnent mieux le soir. Et donc, je gère mes horaires en fonction de ça. Et si j'ai besoin une semaine de travailler plus, quand j'ai des séances de coaching tous les jours, forcément, je travaille plus. Et bien la semaine d'après, je sais que je vais prendre plus de temps relax et peut-être dormir un peu plus tard ou prendre une demi-journée tranquille à rien faire. Et il est là aussi l'équilibre, c'est que j'ai pas une routine fixe parce que sinon je m'ennuie plus. La vata en toi ouais, elle s'ennuie très vite avec mais bon, ça fait du bien aussi d'avoir des routines. Quand on a le vata très haut, il faut un peu ramener de la routine pour équilibrer, mais il faut se respecter aussi. Donc ouais. Yes. Et quand tu dis je travaille, alors je pense que ça intrigue beaucoup de personnes, tu vois, le travail de créatrice de contenu et coach en parallèle. Du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Alors, que tu appelles travail? J'ai les séances de coaching. Ouais. Les séances de coaching, c'est des séances qui durent 1 heure avec des femmes. Je travaille qu'avec des femmes, donc soit en ligne, soit maintenant ça va se développer aussi en présentiel ici à Barcelone à partir de la semaine prochaine. Donc ça, pendant 1 heure, je suis avec elles, mais avant, je les préparais parce que je leur envoie des documents à me remplir et du coup, je dois aller regarder ce qu'elles m'ont écrit et replonger dans les recommandations que je leur ai faites la séance d'avant pour voir dans quelle direction je vais mener la séance. Ensuite, on a la séance. Après, je fais un débrief avec moi-même de la séance pour savoir quelles recommandations je vais leur faire. Donc, une séance de 1 heure, en moyenne, c'est 2 heures de boulot pour moi. Donc il suffit déjà que j'ai 2 séances dans la journée, ça me fait 4 heures. À côté de ça, j'ai toujours des mails à gérer comme tout le monde, des mails de demande de coaching ou des mails de demande de collaboration avec des marques. Donc ça me permet là je transfère ça, tout ce qui est collaboration, je transfère à mon agent et donc déjà ça m'en fait un poids en moins. Après je crée du contenu sur YouTube. Donc, c'est les montages des vidéos quand j'ai des vidéos en cours. Ou alors, si j'ai envie de faire une petite vidéo sur Instagram, ça va être le montage de la vidéo sur Instagram. Préparer mes cours de yoga. Tous les lundis matins, je donne un cours de yoga sur Instagram. Donc, c'est le préparer aussi. Toute la paperasse administrative qui nous rend dingo. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est pas le truc que je mets en priorité. Non, j'ai décidé que ça, ce n'était jamais la priorité. Et puis les programmes aussi, là je skippais ça, mais c'est-à-dire que j'ai toujours des programmes dans la tête, des projets ou des e-books. Là je travaille sur un e-book food que j'espère pouvoir sortir la semaine prochaine, un truc gratuit
un peu challengeant pour les gens. J'ai une autre idée de programme un peu plus ambitieux qui là sera rémunérateur, qui devrait sortir, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, c'est ça aussi. Tous les jours, il y a un petit quelque chose, prendre les photos, écrire les recettes, par exemple, pour le e-book, faire mes histoires sur mes logiciels. Et en fait, d'une heure sur l'autre, c'est complètement différent ce que je fais. Et donc, c'est quand même énormément de contenu gratuit que tu proposes, mine de rien, parce que les vidéos YouTube, là, ton e-book, même tes posts Instagram, même tes stories Instagram qui, mine de rien, je le sais, prennent énormément de temps. Faire une jolie photo, trouver le beau texte qui est pas too much et en même temps qui apaise les personnes pour toi, dans ton cas notamment. Tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental aussi. Ouais, non, c'est sûr. Mais en même temps, peut-être que tu t'en es aperçu, je suis pas très régulière. C'est-à-dire que il peut y avoir 3 jours sans que je poste rien et c'est très bien comme ça, en fait. T'as réussi à l'accepter? Oui, voilà, c'est exactement ça. J'ai réussi à l'accepter parce que ça a été un peu la guerre avec moi-même. Enfin, surtout quand c'était mon métier de faire de créer du contenu sur les réseaux, que c'était que ça, mon métier, je veux dire. What the fuck, tu passes 3 jours à rien créer, c'est pas normal, tu vois. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça et je me dis, mais si j'ai rien d'intéressant, ou si je pourrais avoir des trucs intéressants, mais des fois, j'ai pas l'envie. Des fois, j'ai pas l'énergie. Des fois, je suis un peu moins en forme que d'autres jours. Ou des fois, je suis que avec mon fils. Et quand je suis que avec mon fils, je suis que avec mon fils et basta. Finalement, quand je crée quelque chose, que ce soit, même si c'est gratuit, j'ai mis tout mon cœur et donc je suis contente de le faire. Et c'est ça en fait. Donc parce que je me force jamais. Et je me dis pas, alors attends, là j'ai sorti mon programme de méditation, il coûte 25 €, donc il faut après en contrepartie que je fasse du contenu gratuit parce que sinon ils vont croire que je fais que du payant. Non, en fait, je fais les deux. Il y a des choses que je considère devoir vendre et il y a des choses que je considère pouvoir offrir. Et c'est très bien comme ça. Et ceux pour qui ça résonne, merveilleux. Ceux pour qui ça résonne pas, ils s'en vont et ça me va bien, quoi. Et puis même, il faut que les gens comprennent que tu as le droit de vivre aussi, mine de rien. Ah ouais, mais ça, ils l'ont bien compris, j'ai la sensation. D'accord. Parce qu'il y a eu cette question aussi de savoir comment j'arrive à continuer à travailler avec des marques. On en a parlé au début. Là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas travaillé avec de marques parce que j'avais pas envie. Je voulais vraiment faire une transition claire et nette dans ma tête et me dire, OK, là, tu travailles plus avec personne, tu vas pas te disperser avec des marques, tu fais que ton truc, tu t'installes dans ton métier de coach et surtout que tout a été en ligne. Avec le confinement, ça nous a vraiment permis de mettre des barrières très claires et de nous concentrer sur des choses très précises. Et là, petit à petit, ça va recommencer parce que finalement, ça fait partie aussi de mon environnement. Et donc, il y a eu cette guerre dans ma tête. Donc, comment je vais arriver à faire entendre ça à mon audience? Et donc, je leur en ai parlé. Surtout qu'il y a la dernière newsletter que j'ai envoyée la semaine dernière, c'était un peu à propos de ça. Mais je vais pas me brider parce que potentiellement, il y a des gens qui vont pas être contents. S'ils sont pas contents, ils peuvent s'en aller. Aujourd'hui, j'ai 600, je sais pas combien sur Insta, 600 et quelques mille sur Insta, mais je pourrais avoir 10 fois moins. Je m'en fiche, en fait. Si ceux à qui je parle se sentent nourris et envie d'échanger avec moi et si ça résonne et si on est une belle communauté, mais je m'en fous du chiffre que j'ai sur Insta et du nombre de likes et je m'en tamponne, mais vraiment je m'en tamponne. Et t'as bien raison, carrément, ouais, parce que même ces personnes-là te méritent peut-être pas. C'est que c'est pas leur moment d'entendre mon message et ça sera peut-être jamais. On n'a pas besoin de s'entendre avec tout le monde. C'est comme dans la vraie vie, tu vois. Quand on était à l'école, il y a des gens avec qui on s'entendait, d'autres on s'entendait pas. Au travail, il y a des gens avec qui on s'entend. C'est comme ça. Donc se dire je veux absolument avoir des millions sur Insta, à quoi bon? Si c'est pour en contrepartie que les gens il y en ait plus qui soient pas contents dès que tu fais un truc qu'ils considèrent pas juste, non. Ouais, t'as bien raison. Et t'as parlé du coup de ton programme de yoga qui est sorti à début du mois. De méditation, ouais. Pardon, de méditation. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi? Mais en fait, tu sais, le yoga, la méditation, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, j'ai la sensation.
en premier lieu. Après, je suis devenue maman, ça a été genre la cerise sur le gâteau. Mais en premier lieu, ce qui m'a sauvée de cette agitation mentale et de ces moments où j'étais pas bien, tout ça, c'était le yoga et la méditation, en plus d'être bien accompagnée, évidemment, parce que ça marche pas sinon. Mais en fait, je me rappelle mon premier cours de yoga ici à Barcelone, il y a 5 ans. J'ai débarqué dans un cours, vraiment, j'étais en mode, je savais rien du yoga, je connaissais rien, j'étais raide comme un bâton, enfin, voilà. Et je suis ressortie de là, mais dans une espèce de bulle. Tu sais, j'étais bien. Et après, j'ai découvert la méditation. Et ça n'a fait que ancrer ce sentiment dans ma vie. Et donc, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible qu'on puisse pas offrir ça à tout le monde. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, les gens ont besoin de ça. Il y avait une espèce de mission là où je me disais, mais les gens ont besoin de savoir méditer. Sauf que quand tu dis, je pourrais méditer, il y en a plein, ils savent pas par où commencer. Ça fait flipper. C'est difficile de méditer. C'est par où je commence? Comment, ça veut dire quoi méditer? J'arrête de penser. Quand je suis en coaching, il y en a certaines qui n'ont jamais médité et qui me disent, mais moi, je sais pas arrêter de penser. Mais évidemment que tu sais pas arrêter de penser. Personne ne sait arrêter de penser. Et du coup, je me suis dit, bon, non, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais démystifier le truc parce que la méditation, c'est pas que un truc de moine dans un monastère, hein. Tu peux très bien vouloir faire du shopping et juste après méditer, tu vois, c'est pas complètement incompatible. Donc, je voulais démystifier et surtout rendre la pratique accessible. Donc, j'ai fait ce programme-là dans ce sens-là parce que j'ai envie que tout le monde puisse méditer, mais vraiment. Et surtout, je l'ai fait en me disant, je veux que les gens, à la fin de ce programme-là, ils sachent méditer tout seuls. Qu'ils aient plus besoin forcément d'être guidés. Même si moi, j'aime bien aussi des fois une méditation guidée sur des thématiques précises. Je trouve que c'est chouette. Mais je voulais en tout cas qu'ils se sentent en mesure de le faire seuls. Et parce que c'est trop magique. Enfin, c'est pas magique, c'est pas le terme. Mais en tout cas, le avant-après, il est fou. Et ça, tu vois, dans les personnes que tu accompagnes, tu vois aussi les retours là-dessus? Ouais, en fait, c'est très global quand j'accompagne les femmes en coaching. Elles me le disent pas toujours, mais elles prennent les programmes à côté. Et du coup, il y a à la fois l'accompagnement qu'on a ensemble et puis de leur côté, elles font mes lives de yoga, elles prennent mes programmes, que ce soit le programme de pranayama qui est gratuit ou le programme de méditation. Et donc, elles avancent aussi avec ça. Ça fait comme une espèce de package Safi Ayad, c'est assez drôle. Et ça m'est même d'ailleurs arrivé, là, une de celles que je suis actuellement, je lui en ai partagé une des méditations guidées du programme, je l'ai partagée gratuitement parce que ça me semblait juste. Et en fait, elles le font par elles-mêmes. Elles le font d'elles-mêmes, elles s'immiscent là-dedans et ça leur permet de comprendre dans quelle direction aller pour méditer, ou alors après, elles téléchargent des applications pour continuer à avoir des trucs guidés. Et c'est fou, je les accompagne que 6 semaines. Mais c'est transformatif, quoi. Ouais. Et tu te sens bien du coup? Tu te sens en équilibre? Tu te sens juste dans cette posture de coach? Tellement. Tu sais, ça m'arrive d'entrer dans une session et de me dire, bon, j'espère qu'aujourd'hui ça va aller, parce que la session d'avant ou le mail qu'elle m'a envoyé entre les 2 sessions, je sentais que coup-ci, coup-ça, et je sors de la session et je suis là, ah, merci mon Dieu, quoi. Tu vois? Ouais, parce que de les voir changer petit à petit au fur et à mesure de la séance, tu les vois se rouvrir ou avoir des prises de conscience, des réflexions sur elles-mêmes, et tu dis ouais, j'ai pas servi à rien, quoi. Exactement, c'est exactement ce que je me dis. Il y en a pas une où je finis les 6 semaines en me disant j'ai foiré, j'y arrive pas. Parce que toutes elles arrivent à trouver l'angle, le chemin, et elles avancent pas toutes à la même vitesse, ça c'est clair, mais toutes elles avancent un peu, quoi, et c'est déjà beaucoup beaucoup plus agréable que 6 semaines auparavant. Est-ce que tu aurais des conseils du coup pour tous les accompagnants ou les thérapeutes ou même les professeurs de yoga, toutes les personnes qui sont en lien avec d'autres personnes et qui sont là pour les aider ou qui ont envie de les accompagner sur un petit bout de leur vie? Est-ce que tu aurais des conseils? Je crois qu'on fait tous des formations, on suit tous des cours, des programmes, des certifications de X ou Y thématiques, sur X ou Y thématiques.
Mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de dire nous. Comment nous, on a envie d'approcher le sujet, d'aborder le sujet. Et il y a toujours des grandes règles. Moi, je sais que la formation que j'ai faite, c'est une formation d'1 an, une formation américaine. Donc, il y avait vraiment les grandes lignes. Ils nous ont vraiment donné des choses très, très concrètes, mais j'en fais ce que je veux, tu vois. Et je respecte pas à la lettre tout ce qu'on m'a dit de faire parce qu'il y a des choses qui résonnent pas et qui sont pas justes pour moi. En fait, je fais comme j'en ai envie et les limites, je les pose moi. Il y a des thérapeutes qui, par exemple, parlent jamais de leur vie perso, donnent jamais d'exemple de leur vie perso. Moi, il n'y a pas une séance où je donne pas un exemple de ma vie perso, sans pour autant rentrer dans des détails que je regretterai après. Je sais où est la limite, en fait. Et je sais que ces exemples perso, par exemple, ça résonne vachement chez les femmes que j'accompagne. Et ça leur permet de voir du concret et de pas penser que moi, ma vie, elle est parfaite et que je sais de quoi je parle, en fait. Parce que je me rends bien compte que celles que j'accompagne, elles ont des problématiques identiques aux miennes. Et alors, je pense que parce que les femmes ont des problématiques qui reviennent et on a même les êtres humains, on a tous le boulot, l'estime de soi, le couple, l'alimentation. Enfin, c'est des trucs qui sont communs à chacun, à tout le monde. Mais en tout cas, quand on est thérapeute, je crois que c'est ça, c'est de vraiment faire comme on sent que c'est juste de faire et pas comme on nous a dit qu'il fallait faire. Ouais, pas forcément comme on nous l'a appris. C'est pas parce qu'on nous a dit des choses que c'est la réalité et que ça va nous convenir, que c'est juste pour nous. C'est trouver, comme tu l'as dit, nos propres limites et bâtir nos propres règles et accepter de les changer parfois. Parce que c'est pas parce que c'était juste à un moment donné, quand on a commencé par exemple, que ce sera juste, je sais pas, 6 mois, 1 an, 3 ans après. Donc ça aussi, je pense que c'est important de se redonner de la liberté à soi-même. Complètement, mais ça passe aussi par... on en a parlé un peu au début, cette histoire des réseaux sociaux, on a l'impression qu'il faut ressembler à un tel ou une telle parce qu'elle fonctionne. Ouais. Des coachs, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Moi, j'en connais zéro. Enfin, en fait, j'en suis zéro, j'en connais zéro. Je ne saurais pas te donner le nom de un coach, simplement parce que ça m'intéresse pas de regarder ce que font les autres. Ça m'intéresse pas. C'est une façon aussi de me protéger parce que j'ai pas envie d'être influencée parce qu'ils font les choses très bien aussi. Mais le fait de pas regarder, ça me permet de rester concentrée, d'être dans mon axe et quel que soit le métier qu'on fait, hein. Moi, si j'étais boulangère, par exemple, je ferais du pain comme j'en ai envie. J'irais pas nécessairement voir ce que fait le boulanger d'en face. Enfin, j'ai fait une école de commerce et si mes profs m'entendaient, ils auraient envie de me dézinguer. Mais avec l'expérience, j'ai l'impression que c'est ce qui est juste parce que moi, si je regarde trop ce qui est fait à côté, je vais trop avoir envie l'énergie, elle va passer, quoi. Et ça sera plus mon axe. Donc, non. Ouais, on finit vite dans la comparaison, mine de rien. On a beau avoir confiance en nous, être droite, être juste, être fier de ce que l'on fait et avoir envie de continuer à être pleinement soi-même. La comparaison, elle est tellement omniprésente et même on a presque été biberonné aussi. Regarder ce que les autres font et essayer de trouver ce qui marche pour se rassurer parce que le cerveau, il a peur, il est terrorisé, surtout quand on lance des nouvelles choses. Donc, il veut se rassurer, il veut voir ce qui marche ou ce qui semble marcher chez les autres. Et ça peut être dévastateur. Et je sais que moi, plus d'une fois, j'ai failli aussi aller dans le côté obscur de la force, si je peux dire ça, parce que t'as peur et c'est pas grave. Il faut juste le voir, te regarder, prendre du recul et te dire non, cocotte, reviens dans ton droit chemin. Et c'est clair. C'est pas facile, mais c'est extrêmement important. Mais ouais. C'est vrai. Moi, c'est vrai que en sortant d'école de commerce, venant d'une école de commerce, je me dis mais à quel moment c'est juste ça, cette théorie de qu'il faut faire constamment de la veille, faire des benchmarks. Oui, mais je sais pas. En fait, d'accord. En théorie, oui, mais alors dans la pratique, je sais pas. Tu vois, vraiment, en tout cas dans mon activité, à mon niveau, à mon échelle. Je suis pas Bill Gates, donc j'en sais rien quand c'est plus haut. Non, chez moi, ça marche. Ouais, je suis tout à fait d'accord et j'ai plein d'entrepreneurs qui viennent, qui me disent « Oui, est-ce que tu sais faire un business plan ?» Alors oui, mais en soi, c'est pas chez moi que tu vas faire un business plan.
Moi, je vais t'apprendre à t'écouter, à voir ce qui est juste, ce qui est aligné pour toi, ce que tu as envie d'apporter au monde, à qui tu as envie de l'apporter, comment tu peux l'apporter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi et l'impact que tu as envie d'avoir. Pas ton business plan, pas ce que les banques et je sais pas qui vont vouloir dire sur ton projet. Je m'en fous. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va marcher ou pas. Non, mais par contre, c'est ça qui va nous donner une structure quand même, tu vois. Oui, non, c'est important d'avoir un cap et un cadre. Par exemple, là, j'ai un truc sur ma to-do list et ça vient de mon école de commerce un peu, hein, c'est marqué, attends, où est-ce que je l'ai mis? Parce que j'ai 3 to-do list. C'est marqué clarifier DAS. Les DAS, c'est les domaines d'activité stratégiques enfin, je sais même pas dans quelle classe ils nous ont parlé de ça en stratégie, je suppose. Oui, en stratégie, oui. Et en fait, c'est plus les univers, tu vois. Moi, je pourrais définir que j'ai un DAS, c'est le coaching et le yoga. J'ai un DAS, c'est la création de contenu, qu'elle soit payante ou gratuite. Et j'ai un autre DAS, ça serait quand je suis ambassadrice d'une marque et que là, c'est plus mon image, quoi. Et en fait, ça me donne quand même une structure et je l'ai fait aussi au début du confinement, de prendre une grande feuille, mais je l'ai pas fait de manière traditionnelle, théorique, comme on nous a toujours expliqué à l'école, non. Je l'ai fait sur une grande feuille et j'ai dessiné partout, tu vois, et j'ai mis les mots-clés et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça, la spiritualité, le yoga, les collaborations, les retraites de yoga peut-être, enfin, tu vois, je mets tous les mots-clés et puis après, je regroupe. Et je vois, ok, ça a du sens, ça a moins de sens, ça oui, ça non. Et là, je définis clairement mes DAS. Et en fait, ces outils-là, ils sont utiles, mais c'est pas le plus important. En fait, c'est ça, je crois. Et puis, il faut les sortir au bon moment et les utiliser à sa manière. Exactement, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est exactement ça. Génial. Et ben, on arrive vers la fin de l'épisode. J'ai quelques petites questions encore pour toi. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu évitais de te comparer aux autres sur Instagram, ce qui est génial et très important, encore une fois. Mais est-ce que tu as quand même des sources d'inspiration? Qui ou quoi t'inspire? Ou plutôt qui, parce que c'est toujours chouette d'avoir des personnes, d'autres personnes qui peut-être suivent quand même sur les réseaux sociaux ou lire ou écouter. En fait, j'ai la sensation de ne pas avoir le droit de dire personne. Bah, tu peux, non, si, t'as tous les droits du monde. Hein. Ah ouais, mais attends, je réfléchis. En fait, j'ai pas la sensation d'être inspirée dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que c'est plus ma vie perso qui va nourrir mon pro. J'ai des amis qui m'inspirent vachement. Là, j'ai une amie qui est ostéopathe ici, à Barcelone. Son fils, il a pris le même âge que le mien, donc on traîne beaucoup ensemble. Et en fait, elle m'inspire vachement parce qu'elle a beaucoup de qualités que je n'ai pas. Et moi, j'ai beaucoup de qualités qu'elle n'a pas. Donc, on se tire vers le haut. Tu vois, typiquement, elle, c'est vraiment l'archétype de la maman et donc elle fait son batch cooking, elle a toujours sa maison qui est au carré, etc. Elle est très organisée, elle achète les fringues sur Vinted 6 mois avant la saison. Enfin, tu vois, vraiment des trucs. Et donc, elle m'apprend ça. Et moi, à l'inverse, je lui apprends, on est allé faire du paddle, on est allé sortir de notre zone de confort, tu vois, qu'elle n'a pas. Et en fait, c'est plus ça, moi, qui m'inspire. Ma tante aussi m'inspire vachement parce qu'elle n'a pas de limite, elle fait de l'harmonisation par le son, ma tante. Donc, c'est une chanteuse et aujourd'hui, elle accompagne les gens par le son, la vibration, tout ça. Et en fait, je me dis, bah ouais, enfin, elle a 55 ans, elle a jamais vécu sous les ponts, tu vois. Donc, elle a toujours vécu de sa passion. Donc, en fait, tout est possible. Et c'est vraiment ça. Mais dans le pro, non, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on sait pas ce qui se passe dans le pro, c'est une image qu'on se fait, hein, des gens. Ouais, c'est déjà une image qui nous renvoie, qu'ils ont envie de nous renvoyer. Donc, et ensuite, nous, on est biaisés. Enfin, il y a plein de biais partout. C'est qu'est-ce que eux, ils ont envie de nous montrer. Donc, déjà, ça, c'est biaisé. Et en plus, qu'est-ce que nous, on voit de ça. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est traître. Enfin, ça peut être... Du coup, ça m'inspire pas. Je regarde des choses, mais encore une fois, tout ce que je regarde sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ont vraiment rien à voir avec ce que je fais. Encore ce matin, je regardais des vlogs, les vlogs de Loïc Prigent. Tu vois, c'est dans la mode, le luxe. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais ça me divertit, je vois des choses différentes, des gens que je rencontrerai peut-être jamais parce c'est quand même peu probable que nos chemins se croisent. Je préfère regarder des choses qui sont relativement éloignées de mon domaine. Encore qu'il y a des exceptions parce que la semaine dernière, j'ai écouté un podcast avec Jonathan Lehmann, tu vois.
et je me sens relativement proche de son univers. Mais c'est rare. C'est rare. Tac. Et quels sont 3 outils indispensables dans ta vie au quotidien? Des outils entre guillemets, hein, c'est plus, oui, ça peut être des outils, je sais pas, même des applications. Ça peut être, je sais pas, trois choses indispensables pour toi au quotidien pour aller bien dans ta vie d'entrepreneur. J'ai toujours un cahier et un stylo avec moi. Ça, c'est hyper important parce que si je le note sur mon téléphone, je vais pas le retrouver. J'ai trop de trucs dans mon téléphone. Donc, je préfère, tu vois, je suis un peu la reine des listes, mais je fais des listes par catégorie. La liste du boulot, la liste du pro, la liste un peu random. Donc, ça, cahier, stylo, hyper important. C'est bête, hein, mais tu sais, si tu me demandes des trucs variés, je te donne des trucs variés. Vas-y. Mon aspirateur Dyson, c'est un indispensable dans ma vie. Mais même dans ma... Non, mais en fait, je t'explique. Tous les matins, je passe l'aspirateur chez moi. Et si ma maison n'est pas ordonnée et rangée, je peux pas commencer ma journée. Et en fait, mon aspirateur, si je devais sortir mon gros aspirateur, je le ferais pas, tu vois. Là, il est accroché dans la cuisine, bim, bam, boum, c'est fini. Je fais le lit une fois que je suis arrivée dans la chambre, pap, ça c'est fait, tac, on y va, on va bosser. Et en fait, ce truc-là, si je l'avais pas, je sais que je galérerais d'autant plus. Enfin, beaucoup plus. Pas d'autant plus, mais beaucoup plus. Ouais, ben c'est bête, mais en fait, je crois que je vais être obligée de te dire la méditation. Bah oui. Et En puis, fait, c'est si pas je devais... Ouais, non, c'est pas bête, c'est vrai. Pour moi, la méditation, ça va avec le yoga, mais bon, bref. Vraiment, si on devait choisir, pour l'agitation mentale, la méditation. Et des fois, je médite pas pendant plusieurs jours et je sens que la cocotte, elle est vraiment en train de bouillir là. Tu vois, il y a un truc. Ouais. Donc non, ça c'est vraiment la clé. D'où mon programme d'ailleurs, hein, parce que je veux offrir de la paix aux gens. Donc ouais, c'est ça mes 3 indispensables. Un cahier, un stylo, mon aspirateur Dyson. Et pas n'importe lequel. Ouais, parce que j'ai toujours eu que celui-là en aspirateur à main, mais un aspirateur à main et la méditation. Ouais. D'accord. Merci Safia. Et pour finir, la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi l'authenticité? Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique, et j'aime bien savoir ce que mes invités pensent de l'authenticité. L'authenticité, c'est quand tu fais les choses ou quand tu agis en ayant un regard que vers toi-même. Tu vois, t'es pas là à te dire comment les autres ils vont le percevoir. C'est plus, attends, je suis vraiment juste là? En fait, on le sait. Des fois, on a des comportements où on se dit, oula, c'était bizarre ça, c'était pas trop moi. C'est parce qu'on n'était pas dans notre authenticité. Et si on est aussi à adapter notre comportement en fonction de ce que l'autre attend, on n'est pas dans notre authenticité. Alors que juste si on répond à notre vérité et on agit en fonction parce qu'on regarde et on s'analyse soi-même sans comparer, alors là, on est dans notre authenticité. Ouais, je peux que approuver. Merci beaucoup, Safia, pour ces dernières paroles qui, j'espère, feront écho dans toutes les personnes qui nous écouteront. Et en tout cas, elles ont fait grandement écho en moi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À très vite, merci. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que notre échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant. Tu trouveras le lien vers nos 2 comptes Instagram dans les notes de l'épisode juste en dessous du podcast. Et si jamais tu veux ta dose de bonne humeur toutes les semaines, je t'invite aussi à t'inscrire aux emails qui me donnent la pêche. Il y aura aussi le lien, pareil, dans les notes de l'épisode. C'est simplement un email que je t'envoie une fois par semaine qui est rempli de bonne humeur, d'optimisme, de petits conseils aussi et de belles découvertes. Donc voilà, je sais qu'il plaît beaucoup aux personnes qui le reçoivent déjà, donc je me dis qu'il peut peut-être te plaire aussi. Et pour nous rejoindre, il suffit donc de cliquer sur le lien juste en dessous du podcast. Et d'ailleurs, si tu veux mettre une cerise sur le gâteau, ce serait génial que tu prennes 1 seconde et demie pour mettre une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée, parce que c'est vraiment la meilleure manière de faire grandir le podcast, de le permettre à de plus en plus de personnes de le découvrir, et puis aussi de me remercier et de me soutenir d'une certaine manière. Je te remercie par avance, je te retrouve très vite sur Instagram et dans les emails, et puis bien sûr mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et authentique.